Bonsoir, fini l'hiver, fini la grisaille, fini les routes enneigées. On va vous faire voyager ce soir, on va vous emmener au soleil et vous allez découvrir notamment cet A380, c'est le plus gros avion du monde. Vous allez aussi et surtout découvrir les règles intraitables de ce marché le plus compétitif, le plus concurrentiel qui soit, c'est le marché de l'aérien. On va par exemple vous montrer Emirates, c'est la compagnie qui monte, elle est troisième aujourd'hui, troisième mondiale, elle sera première à la fin de l'année et elle inquiète bien sûr ses concurrents comme Air France. À Emirates, ils nous ont tout montré, depuis le service à bord jusqu'à la conduite à tenir pour les hôtesses en cas de crash. Vous allez le voir tout de suite. Transport aérien, la guerre est relancée. C'est donc le thème de ce 217e numéro de Complément d'enquête. Accrochez-vous, accrochez-vous. Accrochez-vous. Détachez vos ceintures. Par là, par là, par là. Ma porte est bloquée. De l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, nous sommes maintenant dans un Airbus A380 en plein préparatif pour un départ vers Los Angeles, un Airbus d'Air France avec madame qui va recevoir ici les passagers de première classe, 9 passagers qui seront dans des fauteuils super confortables qui peuvent se transformer en lit intégral et ça c'est quand même précieux quand on va à Los Angeles. On va dans toutes ces missions, cette émission s'intéresser aux conditions du vol aujourd'hui, aux tarifs, aux conditions dans lesquelles nous allons voler et à ce marché de l'aérien qui est un marché très concurrentiel. Là, on est vers l'avant de l'appareil avec le commandant Thierry Fontaine qui va donc mener ce vol, qui va conduire ces 516 passagers à bon port. On va monter, puisqu'on peut monter dans l'Airbus A380, c'est le plus grand avion du monde, vous le savez, et il y a un étage, comme dans les Boeing 747, et ça fait toujours rêver de pouvoir prendre un escalier dans un avion. Voilà. Donc je disais qu'on va beaucoup s'interroger et s'intéresser à ce marché de l'aérien. On parlera aussi évidemment des low cost, de ces prix, de cette concurrence entre Air France maintenant et puis Ryanair ou EasyJet. Et puis on parlera aussi de Nantes, de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui est l'aéroport de la discorde, puisque, vous le savez, il est occupé, en tout cas le projet d'aéroport et le terrain est occupé, puisque les opposants à cet aéroport ne veulent pas qu'il voie le jour. Et donc on verra ce qu'il faut en penser. On recevra Alexandre de Juniac, c'est le PDG d'Air France, Gérard Felsner, c'est un spécialiste de l'aéronautique, et puis Noël Mamère, c'est un député vert, vous le savez, qui est opposant à cet aéroport. Tout de suite, direction Dubaï, on change d'avion, on prend pas celui-là, il va à Los Angeles, nous on va à Dubaï, sur Emirates. Reportage d'Olivier Sibyl, de Jean-François Monnier et de Max Pacro. Quand vous volez sur Emirates, une surprise vous attend parfois en bas de chez vous. Ce matin, nous partons pour Dubaï. Bonjour. Service Emirates. La compagnie nous a envoyé rien de moins qu'une limousine avec chauffeur. Je vous en prie. Installez-vous. Pas de compteur. Ce service est offert à tous les passagers de première et de classe affaires. Le prix de la course, il est compris dans votre billet d'avion. Et en retour, nous vous attendons à la porte d'arrivée avec un panneau Emirates avec votre nom dessus. Arrivé à l'aéroport de Roissy. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon voyage. Très bonne journée. Merci également. À bientôt. Au revoir. Nous embarquons sur le plus gros avion du monde. Un Airbus A380 flambant neuf. Aujourd'hui, comme souvent, il est plein à craquer. Il y a du monde? Ah oui, nous avons 427 passagers en économie, 76 au-dessus en classe affaires et 14 en première classe. Bienvenue dans le monde du voyage grand format, version Emirates. En classe économique, système vidéo dernier cri, 1400 chaînes de divertissement et hôtesse aux petits soins. Je peux t'offrir quelques jouets? C'est bien parce que du coup les enfants sont sages, donc nous aussi on passe un bon voyage. Mais le plus impressionnant se trouve en haut de cet escalier très privé, au pont supérieur.
Un vrai bar, avec ses serveurs. Ici, notre charmant bar à cocktails. Nos passagers de classe affaires et de première classe peuvent venir quand ils veulent. On peut leur servir un apéritif, ou un verre de vin, ou bien encore une coupe de champagne. Petit four et canapé. On oublie qu'on est dans un avion. Je suis dans un salon de thé et je suis plus dans un avion. Du grand confort, à des prix très attractifs. Un aller-retour Inde avec Air France en classe affaires, je pense que vous en avez pour 4 500 €. Avec Emirates, vous êtes à 2003, 2002. Pour les mêmes conditions de service, pour plus de services sur Emirates. Car ça, c'était juste la mise en bouche. Quand on passe à table, en première classe, service, digne d'un palace. Je peux vous proposer un peu plus de Dom Pérignon ? Avec plaisir. Pour ce chef d'entreprise suédois et sa femme, les vacances à Dubaï commencent bien. Du champagne avec le caviar. Après, ce sera du Bourgogne avec l'agneau. J'avais jamais vu ça. Du caviar à volonté. 3 choix d'entrée et de salade, 5 plats principaux, le tout arrosé de grands crus. Et après ce bon repas, rien de mieux qu'une bonne sieste sur un vrai lit. Et on leur demande s'ils veulent une camomille ou un chocolat chaud ou une boisson avant de s'endormir. Mais le must, plus encore que le caviar, le lit et le bar, c'est peut-être cette salle de bain. Il y en a 2 à bord. Vous trouverez du sèche-cheveux. Une douche à 10 000 mètres d'altitude. Je laisse fermer, hein. Un service unique au monde. Les businessmen adorent parce que ça arrive très frais. Un confort sans égal, des prix défiant toute concurrence, une flotte gigantesque. Emirates était en train de révolutionner notre façon de voyager. Il y a 20 ans, personne ne croyait en cette petite compagnie du Moyen-Orient, créée suite à un pari un peu fou, faire de Dubaï, 2 millions d'habitants, un géant du transport aérien. Au milieu du désert a surgi un immense aéroport, desservant 260 destinations. Duty free démesuré, salon luxueux, bienvenue dans notre spa. Espace massage et restaurants gastronomiques. Je vous en prie, asseyez-vous. Sont déjà un passage obligé pour près de 60 millions de passagers par an, autant que Londres ou Paris. Quels sont les secrets de cette réussite insolente? La compagnie a accepté de nous ouvrir ses portes. Elle sera peut-être bientôt la plus grande au monde. Du soleil toute l'année et un nouveau métier. À Dubaï, Laura Gagnère découvre une autre vie. Depuis 8 mois, elle est hôtesse chez Emirates. Et comme tous ses collègues, elle est logée gratuitement dans cette immense tour qui appartient à la compagnie. Donc bienvenue chez moi. Un bel appartement entièrement équipé. Donc notre salon. On est à quel étage là? Au 29e là. Oui, donc ça va, niveau de vue, j'ai pas trop à me plaindre. Elle vit ici en colocation avec 2 autres hôtesses françaises et thaïlandaises. Une ici, une deuxième. Et ici c'est votre chambre? Voilà, c'est mon petit monde à moi là où il y a vraiment que moi. À 23 ans, elle habitait en Savoie où elle enchaînait les petits boulots jusqu'à ce qu'elle participe à une journée de recrutement et réalise son rêve de petite fille, porter le costume d'hôtesse de l'air. Vous savez, quand ils nous disent qu'on porte l'uniforme, on représente la marque, on représente la compagnie. Et c'est vrai qu'on dans l'aéroport, des fois, les gens ils nous regardent, ils nous prennent en photo, ils nous filment. On est des vraies stars dans l'aéroport. C'est fou, quoi. Alors là, j'ai pris un peu les affaires d'hiver parce que je m'en vais là où il fait froid. Des voyages dans le monde entier et un salaire de 1 600 € net par mois. Mais Laura ne s'attendait pas à un rythme aussi effréné. Alors ces derniers temps, là, je viens de rentrer de Chine. Là, je vais partir aux Philippines. Je vais aussi partir en Indonésie. C'est ça aussi la vie quand on vole. Comme là, hier, j'ai passé la journée à dormir parce que je suis rentrée le matin. Le temps, il passe super vite parce qu'on ne s'en rend pas compte. Pour se détendre dans l'immeuble. On a aussi des salles de squash. Et quelques petits avantages. Bienvenue à la piscine. Donc voilà, mise à disposition aussi.
gratuitement. Donc là, pareil, on vient comme quand on veut, autant qu'on veut, faire bronzette. Quand on n'a rien à faire en repos, en fait, c'est ça nos activités. C'est bronzette, dormir, manger. Ça va, quoi. Laura n'est pas la seule à être venue à Dubaï. Des hôtesses, en ce moment, Emirates en embauche une centaine, chaque semaine. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. La compagnie nous a ouvert les portes de son centre de formation. Un passage obligé pour toutes les nouvelles recrues. Votre capitaine aujourd'hui est le capitaine Paul Smith. Écrivez son nom. Aujourd'hui, ils sont très excités. On va à Sydney. Un départ pour Sydney, mais en simulateur. Une cabine d'Airbus plus vraie que nature pour leur examen final. Stéphania, quand un passager embarque, quels sont les 3 points à vérifier? Sur la carte d'embarquement, le numéro de vol, la destination et la date. Très bien, excellent. Contrôle de sécurité, plus que 2 minutes avant l'embarquement. Une formation à la chaîne qui dure 7 semaines. 9 heures de cours chaque jour et des listes entières de procédures à apprendre par cœur. À la tête de l'équipe de formation, Violette Aignonge. Sa compagnie a investi 15 millions d'euros dans ces nouveaux simulateurs ultra modernes. On y prépare les hôtesses à toutes les situations. Forte turbulence ou évacuation d'urgence. On a simulé une panne de train d'atterrissage. L'avion a dû se poser avec un pneu crevé. Et là maintenant, il faut évacuer tous les passagers. L'exercice suivant est digne d'un film catastrophe. Le commandant m'informe que nous allons devoir atterrir sur l'eau dans 15 minutes. Veuillez regagner vos places et attendre d'autres instructions. Double panne de moteur au-dessus de l'océan. L'appareil va devoir amérir. En jaune, les passagers. En rouge, l'équipage. Accrochez-vous! 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 L'avion est en train de s'enfoncer dans l'eau. Comme l'indique, c'est faux hublot. Détachez vos ceintures. Par là, par là, par là. Ma porte est bloquée. De l'autre côté. De l'autre côté. Allez, allez, gonflez vos gilets de sauvetage. Ces hôtesses, Emirates les recrute dans le monde entier. Russes, brésiliennes ou kenyanes, une 50aine de nationalités, sous un seul et même uniforme. Alors, pour lisser son image, la compagnie impose aussi des cours de coiffure et de maquillage. Regardez, l'écharpe s'enroule autour de la nuque et puis tombe joliment le long de la veste. La couleur de leur rouge à lèvres, par exemple, elle doit être assortie avec celle de leur chapeau. Vous n'êtes pas un peu strict? Non, on doit être strict. On a tellement de nationalités différentes, tout doit être standardisé. La compagnie doit avoir un seul et même visage. Et ça, on en est fiers. Si Emirates a besoin d'autant de main-d'œuvre, c'est parce que ces dernières années, la compagnie a grandi à toute vitesse. Juste à côté de l'aéroport, voici son nouveau siège social. Nous avons rendez-vous avec Thierry Antinori, vice-président de la compagnie. Il est français. Il travaille pour Emirates depuis 1 an et demi. Une compagnie qui fait très attention à son image. Je peux laisser ma veste ouverte, ouais. Sa carrière, il l'a faite chez Air France, puis à la direction de Lufthansa. Mais il n'avait jamais vu une telle démesure. En Europe, je n'étais pas complètement habitué à ça. C'est-à-dire? Non, ici, c'est vraiment nouveau, c'est design, et à Dubaï, tout est très fonctionnel. Ce qu'il tient absolument à nous montrer,
have a look. Thank you. C'est le dernier étage. Donc vous n'êtes pas un hôtel, vous êtes toujours chez Emirates. Vous voyez, tout le monde travaille actuellement, mais à partir de 16 h, il se passe ici également d'autres choses. C'est un gymnase qu'on a pour l'encadrement. Et là, vous avez donc la vue sur les pistes, donc vous pouvez continuer à surveiller les opérations. Hein? Sur les pistes, le balai quotidien des 200 avions de la compagnie. Okay. Attention, il y a une marche. Avec notamment la plus grande flotte d'A380 au monde. Alors là, c'est les deux principaux terminaux où on exploite nos avions. Le deuxième là-bas, c'est un 380, il va partir à Londres tout à l'heure. On a 32 380 et 90 en total en commande. Et on est en train de regarder si on en recommande 30 supplémentaires pour arriver à 120. 120 à 380. À ce jour, Air France en possède 8 et en a commandé 4 autres. Le tour de force d'Emirates, c'est d'avoir réussi à faire passer par Dubaï des passagers qui avant ne se seraient jamais arrêtés au milieu du désert. Vous êtes ici entre l'Europe et l'Asie, entre l'Afrique et la Chine, entre l'Inde et les États-Unis. Vous pouvez organiser beaucoup de correspondances via Dubaï, parce que la manière la plus rapide d'aller de Adélaïde à Lyon, d'aller de Saïgon à Glasgow, c'est de passer par Dubaï. Comment cette compagnie peut-elle afficher des tarifs aussi compétitifs et attirer toujours plus de clients? Emirates ne veut pas trop en parler, mais à Dubaï, le climat fiscal est aussi très favorable. Pas d'impôts sur les sociétés et des taxes d'aéroport 40% moins chères qu'à Paris. Et dans ces immenses hangars, il y a encore une autre explication. Ici, tous les avions de la compagnie passent leur visite technique. Ça, c'est un A380. On vient juste de démonter le moteur pour le faire réviser. L'entretien ne coûte pas très cher. Les avions sont récents, 6 ans d'âge moyen, moins de panne, moins de consommation de carburant. Mais surtout, la main-d'œuvre aussi est très bon marché. Yann Lachlan, directeur de la maintenance, a 2000 personnes sous ses ordres. Vous avez laissé un petit défaut là. Non, je plaisante. Je plaisante. À Dubaï, pas de charges sociales, pas de salaire minimum. On a des Indiens, des Pakistanais, des Philippins, des Malaisiens. Et vous les payez combien? Ah, ça fait partie des informations qu'on ne donne pas. Mais je peux vous assurer qu'on les paye suffisamment, parce qu'on n'a aucun problème pour recruter. Nous n'aurons pas le droit de parler aux ouvriers pour le vérifier. Mais selon nos calculs, charges comprises, Emirates dépense en moyenne 40% de moins qu'Air France en frais de personnel. Et cette course à la productivité concerne aussi les hôtesses et les stewards. Clément est à Dubaï depuis 2 ans. Pour témoigner, il a voulu rester anonyme. Car selon lui, derrière le soleil et les paillettes, Emirates impose à ses salariés une pression insupportable. Je crois qu'on peut dire qu'on trime vraiment. On est quasi parfois réduit à un statut d'esclave, quoi. Quand on fait des comparaisons avec des compagnies européennes qui ont un vrai statut social, où il y a des syndicats, alors que chez Emirates il n'y en a pas, on vole énormément plus que... on peut aller jusqu'à 120 heures par mois, alors que au bout de la 75e heure, par exemple, chez Air France, c'est de leur sup, donc ce qui est évidemment très rare. Sur beaucoup de vols, je vois des hôtesses pleurer parce qu'elles craquent. Quand on travaille forcément 120 heures en vol, c'est énorme. C'est énorme. Et à la fin du mois, on devient vite un zombie. À cela s'ajoute le sentiment d'être surveillé en permanence. À chaque fois qu'on quitte Dubaï, on doit tout simplement avertir la compagnie de notre destination, des dates de départ et des dates de retour à Dubaï, d'un téléphone, de l'adresse. On n'est pas chez Aladdin, on n'est pas au pays des bisounours. C'est une petite dictature. Moi, j'ai décidé de partir. Malheureusement, je ne me vois pas rester à Dubaï et chez Emirates plus longtemps. Selon Clément, des dizaines de personnes auraient démissionné ces derniers mois. Cela ne devrait pas trop perturber la compagnie. Emirates a prévu de doubler sa flotte ces prochaines années. Dubaï a aussi lancé la construction d'un 2e aéroport. 5 pistes d'atterrissage, 160 millions de passagers par an. Lors de son ouverture en 2020, ce sera le plus grand du monde.
Et voilà pour ce reportage de Olivier Sibyl et de Jean-François Monnier. Et on est ici avec vous, Alexandre de Juniac, PDG d'Air France. On est dans, c'est quoi? C'est un salon? C'est le salon affaires du terminal, du terminal S4 qui vient d'ouvrir en juillet dernier. Bon, et qui est aux meilleurs standards internationaux. On ne fait pas beaucoup mieux dans le monde. Bon, on vient de voir ce reportage qui est quand même assez surprenant hein, sur Emirates. Je vais reciter 2-3 chiffres justement sur ce match et cette bataille Air France Emirates. Alors, le paysage général, c'est un trafic aérien qui augmente de 3,7% en 2012, c'est-à-dire forte croissance de ce trafic. C'est Emirates, 3e compagnie mondiale, et pour tout dire, elle sera première visiblement à la fin de l'année. C'est un taux de croissance dans cette compagnie de 15,4%, et Air France, elle, est à peu près au 9e rang. Je parle d'Air France toute seule et pas de Air France KLM, puisque vous êtes associé à KLM. Sur les chiffres, pour Emirates, ils sont au vert, si je puis dire, avec un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros en 2011, des bénéfices de 346 millions sur les 6 premiers mois de 2012. Et puis Air France KLM, cette fois-ci, les chiffres sont moins bons, si je peux me permettre, 25,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012, et des pertes, là, pour le coup, de 1 milliard 190 millions en 2012. Sur ce reportage, il est quand même assez spectaculaire de voir ces compagnies-là se développer à ce point-là et devenir en quelques années bientôt numéro 1 mondial. Ça me gêne un peu de parler de mes concurrents, mais je vais vous dire. C'est un paysage. Oui, je vais vous dire 2 choses. D'abord, ce sont des grands professionnels et ils font un travail remarquable. Ceci dit, il y a plusieurs choses dont ils jouissent. Ce sont des avantages que nous n'avons pas, nous, Air France KLM. Hein. Il y a d'abord un environnement de charges sociales et de coûts salariaux qui n'est pas le même, des infrastructures qui sont payées par les impôts ou par les États locaux. Ça a été un choix d'État de développer l'aéronautique. C'est une politique d'État, de placer Dubaï comme au centre d'un transport de routes aériennes. Dubaï, Abu Dhabi et Doha. Hein. Il y a donc les 3 grandes compagnies. Les 3 grandes compagnies. Etihad et Qatar et Qatar Emirates. Est-ce que ça vous fait peur de voir ça? Est-ce que vous dites que tout le transport aérien mondial est en train de se déplacer vers cette zone-là du monde? Alors, ce sont des concurrents extrêmement professionnels. Ils ont monté des standards, c'est-à-dire qu'ils font un service et un produit qui est bon. C'est pour ça que sur Air France, sur le long courrier, nous allons faire encore mieux qu'eux en 2014. Encore mieux. Ouais. Ah bon, parce que le service qu'on voit, c'est lits intégraux, cette table formidable. Il y a déjà ça sur Air France en première. Ah, les douches, non. Non, je parle des lits intégraux. Il y aura ça en classe affaires à partir de mi-2014. Donc, si vous voulez, toute l'idée, c'est d'avoir ce même service partout sur tous nos longs courriers. Et on l'aura, hein. Vous trompez pas quand vous verrez la dérive, soit bleu, blanc, rouge d'Air France, soit bleu clair de KLM, vous saurez que vous aurez le meilleur service du monde. Bon, en tout cas, c'est l'objectif de faire un effort supplémentaire sur le service pour qu'il soit irréprochable. Et sur le produit. Et sur le produit. Alors, sur ces prix, comment on fait pour être concurrentiel sur des prix quand on voit ce que propose Emirates? Je pense avec les avantages qu'elle a. De toute façon, on ne peut pas s'aligner sur la politique de prix que font un certain nombre de compagnies dans cette région. Donc ça veut dire que ce que nous avons choisi, nous, c'est de faire un partenariat avec un concurrent de la compagnie que vous citez, qui est Etihad. On a un partenariat, notamment sur l'ensemble de la zone, disons, océan Indien et Asie du Sud. Alors parlons de la bonne santé financière d'Air France, si je puis dire, parce que pour faire des bons prix, il faut être en bonne santé. Et vous avez mis en place un plan qui s'appelle Transform 2015, avec plus de 5000 suppressions de postes, avec 2 milliards d'économies d'ici fin 2014. Est-ce qu'il est en bonne voie? Et est-ce que vous avez, de ce point de vue-là, l'appui total des syndicats, des personnels navigants ou pas, qui auraient compris que l'enjeu était celui-là aujourd'hui? Nous avons signé avec les 3 catégories de personnel, les pilotes, les hôtesses et stewards, c'est le plus récent d'ailleurs, et le personnel au sol, des accords avec une majorité des syndicats, pas tous, mais la plupart des organisations syndicales. Et ça veut dire quoi pour moi? C'est que les 70 000 salariés du groupe Air France sont derrière ce plan, qu'ils ont envie qu'il réussisse. C'est la même chose chez KLM d'ailleurs. Hein. Donc avec l'engagement notamment d'une augmentation de productivité de 20%. De 20%. Ce qui est quand même assez énorme. C'est considérable. Est-ce que ça veut dire c'est un effort énorme. Il faut vous rendre compte à quel point. C'est un exemple de dialogue social, ce que vous avez réussi à faire. Sans grève. Ce qui est quand même pas tous les jours à Air France. Je vais vous dire, on a un problème de compétitivité, c'est vrai, mais on a une ambition, c'est de revenir dans les premiers mondiaux. Ça motive tout le monde. Et on y met les moyens. Bon.
Donc Air France est sur la bonne voie pour reprendre les premières places. Alors on va voir que vous êtes attaqué et en lutte à un bout de la chaîne avec des compagnies comme Emirates. Et puis à l'autre bout de la chaîne justement, c'est le low cost, c'est Ryanair, c'est EasyJet, etc. Et là aussi, comment réagit Air France? Est-ce que vous avez parlé de mettre en place un low cost avec Hop? Vous parlez de value cost, plus précisément. Eh bien, en quoi ça consiste? On va le voir avec un reportage de Samuel Humes, Fedora Marianne Green et Alexis Guillot. Terminal 2 à Roissy. Ce matin-là, un passager très spécial embarque sur le Paris-Bordeaux. Lionel Guérin, 56 ans, ancien pilote devenu chef d'entreprise et investi d'une mission à haut risque, sauver les 3 compagnies régionales du groupe Air France, attaquées de toutes parts par la concurrence étrangère. Depuis 9 mois, il prépare la riposte, un nouveau pavillon ralliant les 3 filiales avec des tarifs low cost. Bonjour monsieur. Si Lionel Guérin a été happé à la rescousse par Air France, c'est qu'après 20 ans derrière les manettes de ces Airbus, l'ex-pilote est rompu aux machines les plus sophistiquées. Aujourd'hui, le pilotage de votre bureau est plus difficile? Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup d'imprévisibles. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui dans votre mission? On est une mission, on est dans une situation de crise, vous le savez, et on est très attaqué de partout, concurrence partout, et on doit réagir. Après des années en pilotage automatique, Air France se retrouve englué dans son réseau régional. Un maillage très dense de petites lignes, assuré par 3 compagnies différentes, aux équipages disparates. Des avions pas toujours pleins et 136 millions d'euros de pertes annuelles, le tiers des pertes du groupe sur le court et moyen courrier. Lionel Guérin est chargé d'y remettre de l'ordre et il y a urgence. Armés de leurs tarifs compétitifs, les concurrents étrangers grignotent petit à petit le marché français. Comment résister à cette guerre sans merci? Les compagnies françaises doivent-elles copier le modèle low cost pour survivre? Jusqu'où faut-il aller dans cette course effrénée au prix bas? Aéroport de Bordeaux, tout au bout de la piste d'atterrissage. Lionel Guérin a convoqué la presse locale dans un hangar discret. Le PDG des 3 filiales régionales d'Air France s'apprête à dévoiler son arme secrète. Parce que c'est la première fois que je découvre le rouge coquelicot sur une cellule blanche. Des avions fraîchement repeints aux couleurs de sa nouvelle compagnie, Hop, un nom ultra simple pour rompre avec l'image illisible des 3 filiales. 3 flottes, 3 entreprises, réunies par la magie du marketing, sous une même bannière. On peut passer de l'autre côté pour voir le... Bien sûr, attention. Le patron est comme un gosse. C'est joli. Je suis content. Alors, première impression? Très belle réussite. C'est simple, visuel, dynamique, jeune, c'est exactement ça. Ça va plaire, ça va plaire. Quand vous en aurez une centaine comme ça partout en France, en Europe qui vont voler, c'est ce qu'on disait, la France va rougir. Mais de plaisir, là, c'est possible. Opération relooking réussie. Ces avions, il ne reste plus qu'à les remplir. C'est la 2e étape du plan de bataille conçu par Lionel Guérin. Des nouveaux tarifs plus compétitifs. À 15 jours du lancement de Hop, le PDG fait le tour des aéroports de province pour motiver ses troupes. Bonjour madame, merci de nous recevoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Hop qui arrive bientôt? Alors Les commerciaux d'Air France sont un peu déboussolés. À côté des billets plein tarif, ils vont devoir vendre du low cost. Il y a une pression grandissante sur les aéroports régionaux des low cost, c'est évident. Les dernières statistiques, c'était 30% de pénétration. Si on ne réagissait pas, ça serait 40% demain. Donc, c'est-à-dire c'est quand même des parts de marché perdues. Et donc, on a de la clientèle grignotier et on réagit. Mais la nouvelle compagnie sera-t-elle vraiment capable de rogner sur les coûts? Nous avons fait la comparaison entre un vol régional Air France et un vol EasyJet. Et vous allez voir, il y a comme des différences. En moins de 10 ans, la petite anglaise est devenue la 2e compagnie aérienne en France. Et en pleine crise,
Elle se paie même le luxe d'augmenter sa clientèle. François Baqueta, le directeur général d'EasyJet France, a accepté de nous montrer lui-même son modèle économique. Hop. Et face aux avions de son concurrent, il est plutôt bon VRP. Alors est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à faire du low cost? Avec des avions comme ça n'a aucune chance. Pour faire un maximum de vols dans la journée, chaque détail compte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans un avion, il y a plusieurs portes. Ah bon? Et les compagnies, en général, n'en utilisent qu'une seule. Et ben nous, on utilise la porte de devant et derrière pour une simple raison, ça va plus vite. Tandis qu'une partie des clients empruntent la passerelle, les autres passent par le tarmac. Gain de temps, 5 minutes, multiplié par le nombre de rotations, ça donne 40 minutes de gagné en fin de journée. De la cabine au cockpit, tous ne pensent qu'à une chose, la montre. Nous sommes pesés il y a une vingtaine de minutes à peu près en prenant du tout. Et on repart dans combien de temps? Et dès que l'embarquement est fini, nous sommes prêts, nous allons partir. On espère partir même éventuellement une dizaine de minutes avant l'heure prévue de départ. Donc voilà, vous n'avez pas peur en avion au moins, c'est bon? Ça va aller? Sur Paris-Toulouse, EasyJet assure entre 4 et 5 allers-retours par jour. Au même moment, à côté de l'Airbus A320 d'EasyJet, Michel, pour les essais, s'il te plaît? Oui, pour essayer du Ok, je te remercie. un petit avion de la future compagnie Hop s'apprête à décoller pour la Bretagne. 3 allers-retours quotidiens entre Paris et Lannion, plutôt pas mal pour une petite ligne. Mais les vols sont confortablement répartis entre les équipages. Comment c'est une grosse journée, une moyenne journée, une petite journée? Expliquez-moi. Non, ça c'est une petite journée. Nous on fait uniquement un trajet aller-retour sur Lannion avec un retour en début d'après-midi. Voilà. Une moyenne de 2 vols par équipage contre 4 chez le concurrent. Décollage, l'avion EasyJet est plein à ras-bord. Et pour qu'il soit encore plus rempli, on a rajouté des sièges. Le passager est un peu serré et n'a droit à aucune collation gratuite. 5, 6, 7, 8 euros s'il vous plaît, merci bien. Mais pour un vol d'1 heure, dont le prix peut descendre jusqu'à 35 euros, c'est largement supportable. Du côté du futur Hop, ce n'est pas la même ambiance. 16 passagers pour 50 places. Une clientèle d'affaires prête à payer 150 euros l'aller pour ne pas perdre de temps entre 2 rendez-vous. Si je prends EasyJet, j'arrive à Nantes. Il y a 3 heures de route encore. En termes d'accessibilité de fréquence, une petite compagnie comme celle-là a plus d'avantages qu'une compagnie comme EasyJet. Pour ce trajet-là, oui. Des avantages, de petites compensations, sur cette ligne dite d'aménagement du territoire, maintenue à flot par des subventions publiques. De cet aéroport quasi désert, l'avion ne va pas repartir tout de suite. Ici, on prend son temps. Coucou, toi, tu vas bien? Voici Alain, le sous-traitant chargé de nettoyer la cabine. Tu veux peut-être vider la poubelle, hein. Je suis en train de te déranger pour la poubelle. Oui, non, j'ai le temps, hein. J'ai jusqu'à midi et demi pour faire. Oui, tu as jusqu'à midi et demi. Hein. Bien, je te laisse passer. Okay. Pas pressé Alain, l'avion ne repart que dans 4 heures. Dans l'équipe des Oranges, excusez-moi, il faut que je leur donne le signal du départ. Les 160 passagers sont à peine descendus que le chef de cabine lance déjà l'embarquement. Pas d'agent d'entretien, steward et hôtesse assurent eux-mêmes le nettoyage. Mais ici, on appelle ça pudiquement un coup de propre. Est-ce qu'on fait le ménage là, sincèrement? Est-ce que je fais le ménage? Là par exemple, là oui. Ici, tout ce qui est là sur le siège droite, là ici, on les met dans le sac poubelle et on les laisse aux personnes du sol. L'Airbus est au sol depuis 20 minutes. La cabine est déjà prête pour accueillir les passagers du vol retour. Maintenant, l'embarquement est relancé, on repart au plus vite. Là, ça traîne un peu, non? Non, c'est bon, vous verrez, si vous chronométrez, en 30 minutes, on est reparti. Mais voilà, donc on va rentrer, on va les laisser rentrer. Une escale de 30 minutes, montre en main. Mission accomplie. Le steward a eu le temps de manger un sandwich aussi. Le ventre plein, l'avion peut redécoller. Pour rattraper son retard et espérer enfin gagner de l'argent, Lionel Guérin a donc encore un peu de travail. Il y a 9 mois, Hop a lancé une grande campagne pour séduire une clientèle plus jeune et plus familiale. Jean habite à Nice, Sylvia habite Metz. Ils chattent sur un site de rencontre. Hop, Sylvia va à Nice pour faire une surprise à Jean. Jean n'est pas tout seul, il est au lit avec Marie. Hop, Sylvia retourne à Metz.
Puisqu'en fait, je vous ai fait un petit récapitulatif. On peut sourire, c'est pas parce qu'on est en 2013 et que nous sommes dans une crise économique qu'on ne peut pas sourire, parce qu'on reste chez soi et puis on ne fait plus rien. Autant nos collaborateurs ont des inquiétudes sur leur avenir, forcément, on l'a tous, mais pas sur le modèle que l'on présente aujourd'hui parce qu'il correspond à la clientèle. L'humour suffira-t-il à capter de nouveaux clients? Le succès dépendra surtout des tarifs et donc des économies réalisées par la compagnie. Je vois déjà le commercial dans une zone très ouverte. Pour installer la nouvelle direction, Lionel Guérin a choisi des bureaux modestes. Mais il a surtout prévu de fermer les lignes déficitaires, de supprimer 190 postes et de négocier avec les syndicats le gel des salaires. Rien ne dit que ce sera suffisant, car ses concurrents paieront toujours moins de charges que lui. Les navigants sont mobiles. Et comme ils sont mobiles, ils sont payés en Irlande ou ils sont payés ailleurs, avec des charges différentes. Grosso modo, si on arrivait à gérer le mieux possible, il y aurait entre 10 et 20% d'écart de charges. 10 à 20% d'écart par rapport à des compagnies espagnoles ou irlandaises. Certains flirtent même avec le dumping social, comme Ryanair, poursuivi en France pour avoir embauché des salariés marseillais sous contrat étranger. Un autre transporteur est soupçonné par les syndicats d'avoir recours aux mêmes pratiques. Cette fois-ci, il est français. Air Méditerranée, un spécialiste des vols charters vers le Maghreb et le Proche-Orient. Cette compagnie ferait travailler du personnel d'une filiale grecque sur les mêmes lignes que ses équipages français, mais avec des contrats on ne peut plus grecs. Une concurrence que n'apprécient pas vraiment les salariés français. Équipés d'une caméra cachée, nous avons pris un billet pour Djerba sur Air Méditerranée. À bord, du personnel français et certains membres de l'équipage se plaignent effectivement d'avoir de moins en moins de travail. Vous avez encore quand même pas mal de travail. Il y a une sœur, on a créé une filiale grecque, on fait partie des Grecs que les Français. Ah ouais? Bah, avec Catherine. C'est là où ça merdouillait. Cette filiale grecque, le patron d'Air Méditerranée l'a créée en août 2011. Quelques mois plus tard, il lançait un plan social en France. Une obligation, disait-il à l'époque, pour sauver son entreprise face à une concurrence de plus en plus féroce. Les salariés de ces compagnies-là touchent 3 à 4 fois moins que les salariés français, en toute légalité, et ces gens-là opèrent des vols pour les passagers français et les tour opérateurs français, et nous, Air Méditerranée, on doit lutter contre ça. Le patron avait alors promis à ses salariés que le personnel de la filiale grecque ne travaillerait que sur des lignes à l'étranger. Pourtant, il y a 10 jours, dans cet hôtel près de Roissy, surprise, nous avons croisé au moins 2 équipages grecs. Dans le hall, cette hôtesse de l'air déclare voler sur Air Méditerranée depuis des aéroports français. Là, on va à Lyon pour faire un vol à destination de Tenerife. On travaille partout en France, depuis Paris, Lyon, Brest, Nantes. Et pendant l'été, on passe encore plus de jours ici. On passe 30 jours par mois en France. Mais vous travaillez bien sous contrat français? Non. Nous, on a un contrat grec. Des hôtesses sous contrat grec, payées en dessous du SMIC, pour faire en France le même travail que leurs collègues. Si c'est bien le cas, il s'agit d'une pratique illégale. En attendant, les 65 salariés français victimes du plan social d'Air Méditerranée le vivent comme une injustice. À 2 heures de Paris, cet ancien navigant de la compagnie charter n'arrive toujours pas à retrouver un emploi stable. Il a le sentiment de s'être fait voler son boulot. J'ai eu la chance de faire un petit contrat saisonnier dans une autre compagnie, mais voilà, ils sont de plus en plus rares, les compagnies françaises à rester sur le marché. Et donc après, sauf s'expatrier, voilà. C'est vrai que c'est un petit peu rageant d'être obligé de s'expatrier, sachant qu'il y a des étrangers qui travaillent sur le sol français. C'est ce qui est un peu le plus dur à avaler, c'est ça. Si on fait un parallèle, c'est un petit peu comme si Renault licenciait son personnel de Flins et faisait venir son personnel roumain de chez Dacia pour faire le travail à leur place aux conditions roumaines. Depuis quelques mois, du côté d'Air France, les syndicats négocient un accord qui prévoit de travailler plus pour un salaire gelé. Dans la jungle du transport aérien, l'espoir peut-être de limiter la casse.
Voilà pour ce reportage de Samuel Humez et de Alexis Guillot. Et on est ici dans une salle d'embarquement avec vous, Gérard Felzer. Vous êtes, on vous connaît, hein, ancien pilote, un des grands spécialistes français de tout ce qui est aviation, aéronautique, etc., etc., etc. Je vais donner quelques chiffres d'abord sur le low cost et puis vous allez me dire un petit peu ce que vous pensez de la stratégie d'Air France dans ce domaine-là. Sur le low cost en France, il faut savoir que le trafic est en hausse de 9,5%, qu'un passager sur 5 choisit le low cost en France et que c'est 1 sur 3 dans les aéroports régionaux. Cette stratégie-là d'Air France, d'avoir du hop, je crois qu'il y a aussi les petits prix d'Air France, il y a aussi Transavia qui fait du low cost, on saupoudre un peu, c'est clair, c'est crédible, c'est cohérent, c'est intelligible. Sur une compagnie comme celle d'Air France, c'est très difficile de pouvoir offrir plusieurs tarifs dans un langage qu'on ne comprend pas trop. Mais il y a des choses à prendre et à apprendre sur le low cost. Quand on dit qu'on débarque 2 fois plus vite de passagers, quand on économise sur les temps d'escale, quand on achète des flottes qui sont unitaires, un seul modèle d'avion, donc un seul modèle de formation pour le personnel au sol, la mécanique et les pilotes, les coûts. On rationalise les coûts. C'est à prendre ça n'est pas à jeter. Et puis les réformes institutionnelles qui sont faites à l'intérieur, c'est ce qui se fait en ce moment et je crois que c'est plutôt bien parti. Avec le plan transformé, on en parlait avec le président tout à l'heure. Alors on voit que Air France par exemple est attaqué par le low cost d'un côté, par des compagnies comme Emirates de l'autre. Comment on fait pour s'en sortir? Qui est-ce qui va gagner le match à votre avis? Quand on voit une compagnie comme Emirates qui est idéalement située entre les États-Unis et l'Asie, donc un hub qui transporte à peu près 4 fois sa population, 8 millions d'habitants, dont 7 millions d'étrangers, et qui achète 90 Airbus 380, il va falloir les remplir. Elle les remplit très bien, sauf que, eh bien, en frais de personnel, évidemment, 45% de moins que le modèle européen. En fuel, évidemment, 20% parce qu'on est sur place et qu'on l'a sous les pieds. Et puis les aides financières à l'exportation. Et puis aussi les ouvertures de lignes qui sont très dangereuses pour les compagnies européennes, notamment françaises. Et ce sont des négociations. Je t'achète des Airbus, je te laisse ouvrir une escale à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux. Oui, mais donc, voilà. Donc concurrence déloyale, modèle qui est vraiment plus qu'inquiétant pour les compagnies européennes. C'est-à-dire que le modèle économique est global. Il y a les compagnies aériennes d'une part, et d'autre part, il y a la vente de matériel. On vend des trains, des avions, des Rafales, des Airbus contre l'ouverture des lignes. Donc, c'est pas évident de mettre tout dans le même panier. On exporte du chômage et on importe des vols supplémentaires. Nous, en tant que passagers, on va y gagner à cette concurrence ou pas? On peut y gagner sur un premier temps, comme ça s'est fait la dérégulation aux États-Unis. La concurrence fait que les prix ont baissé. Et puis, la concurrence a tellement été vive que ça a regroupé des compagnies. Et en regroupant les compagnies, ça a fait baisser ça a fait lever encore une fois les tarifs. Donc c'est probablement ce qui risque d'arriver. Mais ça veut dire que demain, on va de plus en plus voyager, continuer à voyager de plus en plus, comme c'est le cas aujourd'hui? Écoutez, il y a 400 millions de Chinois qui arrivent dans l'aérien. Il va falloir les transporter. D'ailleurs, Emirates ne s'est pas trompé sur ce coup-là. Et donc, il va falloir répondre à cette demande. On ne peut pas empêcher les pays africains, les pays asiatiques d'aller voyager à leur tour. On l'a bien fait il y a longtemps. Et ça veut dire qu'il va falloir des aéroports de plus en plus nombreux pour transporter tout ce monde-là. On va pas parler de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous me direz, c'est un petit peu loin de tout ça. Mais enfin, quand même, il s'agit d'un nouvel aéroport pour une métropole régionale, etc. Il faut le faire, cet aéroport? Alors, cet aéroport, qui fait polémique? Il fait partie d'un ensemble global sur un plan national aéroportuaire qui n'existe pas aujourd'hui, sur lequel il faut travailler. On ne peut pas travailler région par région. Finalement, la France est une grande région et il faut la considérer comme telle. On part du 3e aéroport parisien, il est dans l'Est ou il est dans l'Ouest, ça change tout pour Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Ça veut dire quoi? Qu'il faut le faire ou il ne faut pas le faire, cet aéroport? Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas urgence, ou il n'y avait peut-être pas l'urgence qu'il y avait il y a 30 ans, parce qu'il a passé du temps et que les urgences sont plus les mêmes. Ah, bon, d'accord. Donc vous n'êtes pas pressé pour qu'on le fasse. Vous dites réfléchissons, prenons un petit peu notre temps, etc. On va voir ce qu'en pense Noël Mamère dans un instant, mais voyons d'abord les données et les clés du problème sur cet aéroport de la discorde. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Enquête de Romain Bouty, de Stéphane Guillemot et de Anne Cohen. Une petite route de campagne, le bocage nantais, ses prairies et ses champs préservés. Au bout, à 30 km de la ville, nous voici à Notre-Dame-des-Landes. Bonjour. Bonjour. Voilà. On est journaliste. C'est bon, merci beaucoup. Après les contrôles routiers, un drôle de petit coin de France, aux airs de villages retranchés, en quasi-état de siège. Barricades, barrages de fortune, c'est une zone presque déserte.
Ici sont censés démarrer bientôt les travaux du futur aéroport. Juste au milieu, pourtant, vit encore une poignée d'irréductibles, les derniers paysans du coin, ceux qui refusent de vendre leurs terres, les opposants. On arrive à Bellevue, la ferme que les copains ont protégée, là vous voyez, il y a des tracteurs tout autour qui protègent la ferme contre l'intrusion des gardes mobiles. Cette ferme a été abandonnée par son propriétaire qui, lui, a accepté de vendre. Aujourd'hui, ses opposants l'occupent, la maintiennent en activité, symboliquement, pour empêcher qu'elle ne soit rasée. Donc, il y a un poulailler qui a été réaménagé, donc il y a des poules, il y a une soue à cochon qui a été réaménagée aussi. Donc, on peut vous présenter un soumis qui est né sur la ferme il y a 15 jours. Il était assez opportun de l'appeler un soumis. Un soumis a une certaine vision du développement qui n'est pas la nôtre. Leur vision, l'attachement à la terre, à la production locale. Alors, jour et nuit, des jeunes militants et les paysans du coin se relaient pour protéger l'endroit. 3 mois qu'ils tiennent. Donc ici c'est un lieu de vie et d'échange parce que où tout le monde se retrouve, il y a la cheminée, la maison est entièrement repeinte. Sur les 50 paysans menacés par l'aéroport, il ne reste plus qu'eux. Les autres ont tous vendu. Une lutte façon Larzac. C'est nos terrains historiques, c'est nos terrains de nos parents, grands-parents, et c'est ça qu'on veut continuer à vivre. Et on élèvera nos animaux là-dessus et on continuera. Oui. Pour vous, le projet ne va pas se faire? On fera tout pour qu'il ne se fasse pas. Aujourd'hui, ils attendent une décision importante, celle du tribunal. Vinci, exploitant du futur aéroport, a porté plainte. Au bout du fil, oui, allô. Leur avocat. Mauvaise nouvelle, la justice donne l'avantage à Vinci. Ça veut dire que ça peut être on est expulsable à partir de maintenant? Le coup est rude, l'expulsion peut intervenir dans les prochaines heures. Alors, les agriculteurs se barricadent, se préparent, car ils savent très bien ce qui pourrait leur arriver. Octobre dernier, 500 CRS délogent par la force les squatteurs. La préfecture ordonne la destruction à coups de pelleteuses et de flashballs. La France découvre alors cette guérilla du bocage, où des centaines d'opposants qui occupent parfois la forêt depuis 3 ans sont chassés de leurs cabanes. Parce que nous refusons. Des militants anarchistes, anticapitalistes, des décroissants, ils combattent le projet défendu par Jean-Marc Ayrault, l'ancien député maire de Nantes. Il est clair que notre ambition, c'est d'être lié au grand hub européen. Ce projet ambitieux, ce grand hub, c'est la construction d'un nouvel aéroport international en plein bocage. Coût 600 millions d'euros, mise en service prévue pour 2017. Ce projet est-il vraiment indispensable au développement de la région? Qui sont ses partisans et adversaires? Quels sont leurs idéaux, leurs intérêts et surtout leurs arguments? Comment un conflit local vieux de 40 ans a-t-il dégénéré en débat national? Pour y voir plus clair, nous faisons escale à l'aéroport actuel, à 5 km du centre-ville, Nantes Atlantique. Depuis quelques années, il bat des records de croissance. En 2012, il a passé la barre des 3,5 millions de passagers, on le dit saturé. 2 cadres de Vinci veulent nous en convaincre. À gauche, le directeur de l'aéroport actuel, à droite, celui du nouveau projet qui devrait le remplacer. D'après eux, l'aérogare serait trop petit, surchargé de passagers. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne crève pas les yeux. Au premier coup d'œil, c'est plutôt un aéroport qui donne l'impression d'être calme. Dans les aéroports partout en Europe, il y a une saisonnalité en fait, donc il y a des journées très chargées, plutôt l'été et puis bien sûr autour des week-ends. Si vous revenez à partir de Pâques jusqu'à fin septembre, vous verrez un aéroport extrêmement chargé avec des journées où c'est difficile de passer d'un aérogare à l'autre. Hors interview, les 2 cadres sont pourtant un peu embarrassés. Il y a toujours du monde. Pour beaucoup d'opposants au projet, un nouvel aéroport n'est tout simplement pas nécessaire. Selon eux, il suffirait d'agrandir celui-ci.
Les opposants au projet d'aéroport disent à Genève, ils ont 10 millions de passagers par an, ils ont une seule piste. À Nantes, on a une piste, 3 millions de passagers. De quoi on se plaint? Oui, alors bon, je ne gère pas l'aéroport de Genève. Pour la piste, c'est pas le nombre de passagers qui compte, c'est le nombre de mouvements. Donc entre un 747 avec 500 passagers ou un Embraer, comme on voit juste en face avec 45 passagers, c'est un mouvement. Pour la piste, c'est la même occupation. Par contre, dans les chiffres, en nombre de passagers, c'est pas du tout la même chose. Vinci se montre plus à l'aise lorsqu'il faut présenter le projet du nouvel aéroport. 2 pistes pour accueillir des gros porteurs type A380. 1600 hectares nichés au cœur du bocage nantais. L'aéroport le plus écologique du monde, voilà le message que le géant du BTP veut faire passer. On voit à travers ces quelques images donc, le souci d'intégration de ce futur aéroport du Grand Ouest dans la trame bocagère existante, avec la délimitation des parkings, avec la reproduction de haies bocagères, avec une toiture de l'aérogare qui est végétalisée, donc là aussi pour participer à son intégration dans l'environnement. L'aéroport sera aussi, nous dit-on, plus sûr, moins bruyant, car les avions ne vont plus survoler l'agglomération. À 300 mètres des avions de ligne, rendez-vous à l'aéroclub, avec 2 experts pas du tout convaincus par les arguments de Vinci. Ils sont opposants, et vu leur métier, ça peut surprendre. Ils sont pilotes de ligne chez Air France. Cet aéroport, ils y travaillent depuis plus de 25 ans. Et quand on leur parle de saturation, ça les fait sourire. On voit que l'aéroport est très fréquenté et à la limite de la saturation, là, on n'entend plus rien, c'est grand calme. Ils nous embarquent pour un survol à bord d'un avion privé. Ils veulent nous montrer qu'il reste suffisamment d'espace pour agrandir l'aéroport. L'aérogare se situe à droite maintenant, à gauche, il y a un potentiel extraordinaire. On peut créer, aménager l'infrastructure. Personne ne comprend vraiment pourquoi pas d'extensions sont possibles ici. Cap vers Notre-Dame-des-Landes, à 25 km. Ici, on est à la verticale du futur aéroport. C'est la zone de bocage parfaite ici. Ce projet d'aéroport paraît aujourd'hui mal dimensionné, mal conçu. 2 pistes. On ne comprend pas pourquoi aller faire des pistes aussi ridicules sans un taxiway. Juste en dessous, en contrebas, le bocage justement. Une zone écologiquement préservée depuis 40 ans. Allez, oui, nous retrouvons les paysans que nous avions croisés dans la ferme occupée. Cette fois, nous sommes sur leur terre, 65 hectares qu'ils refusent de vendre à Vinci. Les Thébault se sont installés ici il y a 12 ans. À l'époque, on parlait déjà d'un futur aéroport, mais ils n'y croyaient pas. La piste la plus au nord coupe le bout du champ des vaches et va dans le champ de l'autre côté, quoi. Vous imaginez, vous, des avions ici, là, dans le champ? Non, j'imagine pas. Sylvie et Marcel Thébault font du bio. Ils n'imaginent pas qu'on puisse sacrifier ces terres agricoles qui donnent du bon lait et de la viande de qualité. On n'est pas contre le progrès, on est contre le gaspillage. Entre autres contre le gaspillage des terres. Et il me semble que c'est quand même dans l'air et que c'est même plutôt une urgence que la sauvegarde des zones écologiques sensibles. Et on est au cœur de ça ici. En théorie, le couple est expulsable depuis janvier dernier. Mais de recours en recours auprès de la justice, il gagne du temps. La guérilla juridique, l'arme la plus efficace pour les opposants. À quelques kilomètres, à côté des pistes, le champ d'un voisin, le futur aérogare. Image symbolique des premiers coups de pelleteuse, des fouilles archéologiques qui précèdent le début des travaux. Ce matin, les paysans ont fait venir le maire de Notre-Dame-des-Landes. L'élu, opposé au projet, vient recueillir des preuves. Pour retarder les travaux, lui aussi veut déposer un recours. Aujourd'hui, vous n'êtes que sur des zones humides. Vous n'avez pas l'autorisation préfectorale d'intervenir sur les zones humides. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? On va envoyer un dossier. Le constat, je vais l'envoyer au procureur de la République. Et puis, on va faire remonter également à nos avocats. Je vais même prendre un arrêté interruptif de travaux. Les travaux ne seront pas interrompus. Mais c'est une guerre d'usure.
Une guerre de communication aussi. À Nantes, partout, des affiches vantant les mérites du futur aéroport. Une campagne à 300 000 € payée par les collectivités locales. Des slogans pour dissiper les doutes, convaincre les sceptiques. À la préfecture de Nantes, voici Jacques Auxiette, président du Conseil général. Il vient plaider la cause du futur projet. Les ordres de la République. Les élus de l'Ouest sont tous là aujourd'hui, exaspérés par les gesticulations des opposants, comme ils disent. Salut Jacques, tu vas bien? Non. Non. Et les collègues là, Pour ses proches de Jean-Marc Ayrault, un nouvel aéroport est un pari sur l'avenir, presque vital. L'Ouest est la seule région qui n'a pas d'aéroport international. Quand vous regardez en France, vous avez Lille qui a 2 aéroports, vous avez Bâle-Mulhouse, vous avez Lyon, vous avez Marseille, vous avez Nice, et l'Ouest non. Il faut avoir en permanence des ambitions, être en avance. Et Notre-Dame-des-Landes, c'est une ambition. L'ambition de donner à ce Grand Ouest-là l'image d'un pays qui bouge, d'une région qui a envie de se développer et qui va créer des emplois. Cet après-midi, ils vont développer leurs arguments un à un devant la commission de dialogue. Une instance créée il y a 6 mois par Jean-Marc Ayrault pour calmer les esprits, recueillir les doléances des pros et des antis. Elle rendra son rapport dans quelques jours. Voilà, c'est pour le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. À Nantes, ce matin, la bataille d'opinion continue. Bonjour, vous voulez lire notre sollicitation sur le nouvel aéroport? Un marché, des tracts et 3 militants pro-aéroport, un chef d'entreprise, un chômeur et un retraité, pour convaincre la majorité silencieuse, disent-ils. C'est la première fois qu'on voit oui à l'aéroport. Oui, c'est la première fois qu'on voit oui. Parce qu'on a vu beaucoup de noms défiler. Mais oui, mais... Je pense que si on colle nos trucs, oui, à l'aéroport sur nos voitures, on va se les faire cabosser. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même assez agressifs. Les gens qui sont contre. Un aéroport, 2 visions de la société. Le marché est à l'image des Nantais, divisé. C'est pour ou pour? Pour. D'accord. Bon dimanche. Si on n'avance pas, on recule. Ouais. Et depuis le temps qu'il devrait être fini cet aéroport, peut-être qu'un jour on va voir que ça décolle, quoi. L'ancien, il est bien où il est. Il a juste à faire des travaux, élargir et Voilà. C'est peut-être un peu moins simple que ça. Parce que même Airbus, ça gêne. Est-ce que vous pouvez lire tout ce qui est à l'intérieur? Vous verrez, il y a certainement des choses qui nous éclaireront sur... C'est un mode d'action efficace, ça? Je pense, oui. Je pense que c'est un mode d'action qui est assez intéressant parce que ça permet d'aller au contact des gens et nous-mêmes, éventuellement, de pouvoir adapter notre discours et puis pouvoir entendre éventuellement certains arguments contre, bien entendu. Il y a un aéroport à Nantes déjà. Hein? C'est un marché de producteurs ici, de paysans. Et ces messieurs, ils viennent carrément auprès de nos stands. Je trouve que c'est un peu provocateur. À 30 km de là, derrière les barrages, le noyau dur des opposants. Malgré l'hiver, il serait encore près de 300 jeunes à squatter les champs, la forêt, dans leurs cabanes. Après plusieurs jours de négociations, 2 d'entre eux ont accepté de nous rencontrer. À certaines conditions, ils veulent bien parler à visage découvert, mais pas donner leur nom, et ils refusent de montrer leur nouveau squat. On va sur un ancien lieu de vie qui a été détruit le 24 novembre. L'un était surveillant dans un lycée, l'autre ingénieur agronome. Il y a 6 mois, ils ont tout quitté pour rejoindre ce mouvement de contestation qui, selon eux, leur doit beaucoup. De mon point de vue, s'il n'y avait pas eu cette occupation, on serait face à un peu cette bouillasse et ces traces de tractopelles que vous voyez partout, mais sur toute l'étendue de la forêt. Et c'est ça qui a ralenti, au moins ralenti, et permet de remettre en question et de plus réfléchir sur ce projet d'aéroport. Ils disent vouloir rester jusqu'au bout, quelle que soit l'issue, abandon du projet ou expulsion définitive. D'ici quelques jours, la commission de dialogue rendra ses conclusions. Sans la moindre peur à l'âme, fille du soleil et du vent. Ce sera peut-être alors la fin de la trêve. Voilà, et après ce reportage de Romain Boutilly et Stéphane Guillemot, retour à Roissy, dans cette salle d'embarquement, vers des destinations qui font rêver, lointaines. Avec vous, Noël Mamère, vous êtes député maire Europe Écologie Les Verts, et donc maire de Bègles. Merci d'être venu ici, dans un aéroport.
Vous n'aimez pas les avions? Vous aimez les avions ou c'est une... Non, mais il ne faut pas avoir une vision aussi simpliste des écologistes. Les écologistes prennent aussi l'avion. C'est pas parce qu'ils critiquent le développement exponentiel de certains aéroports que pour autant ils s'empêchent de prendre l'avion. Bon, cet aéroport alors de Nantes, il faut le faire, il faut pas le faire? Cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est une aberration économique, une aberration en termes d'aménagement du territoire et une aberration en termes de développement durable. On ne peut pas d'une main, comme l'a fait le président de la République au moment de l'ouverture de la conférence environnementale, nous expliquer que la transition énergétique, c'est l'alpha et l'oméga de sa politique, et puis d'une autre main, avec son Premier ministre, s'arc-bouter sur un projet qui date de 1967, c'est-à-dire de l'époque du Concorde, et qui non seulement est inutile, et qui de plus va à l'encontre de ce que l'on demande aujourd'hui de plus en plus, c'est-à-dire le rapprochement du producteur et du consommateur. Or, cette zone dans laquelle on veut construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est une zone sensible. D'ailleurs, la France est aujourd'hui sous le coup d'admonestation de la part de la Commission de Bruxelles, et c'est une zone dans laquelle il y a beaucoup d'agriculteurs. Vous dites que c'est un vieux projet. Oui, c'est un très vieux projet. Oui, une autre conception du transport, du déplacement, c'est un projet du XXe siècle. D'accord, mais quand même, celui qui est englué un petit peu dans Nantes aujourd'hui, l'actuel aéroport, lui est près de la ville. Enfin, la ville est venue le manger, oui, si je puis dire. Sauf que si on regarde bien le reportage que nous venons de voir ensemble, les pilotes d'Air France vous expliquent qu'il y a la possibilité de construire une autre piste à l'endroit même où se trouve cet aéroport et que ça ne nécessiterait donc pas d'aller construire pour faciliter, pour encore enrichir un peu plus les grands groupes du bâtiment et des travaux publics, que ça ne nécessite pas d'aller détruire un bocage et casser une vocation agricole. Ça, c'est ce que vous demandez. Mais pour revenir à cet aéroport de Nantes dont on parle tant, les élus locaux disent, mais attendez, on raisonne aussi à un développement de mégapoles, enfin, ou en tout cas de centres et de pôles régionaux. Il y a le nord, il y a l'est, oui, il y a le sud. Oui. Et pourquoi il n'y aurait pas l'ouest? Et dans ce genre de développement, il faut un grand aéroport. Donc ils ont besoin de ça. Mais non, il faut se développer. Oui, mais ça, c'est une conception ancienne, c'est une conception partagée par la plupart des élus de l'Ouest, qui sont d'ailleurs des grands notables du Parti socialiste, et c'est sans doute d'ailleurs ce qui oppose la conception de la gauche traditionnelle, pas simplement du PS, mais aussi largement du Parti communiste français, aux écologistes. D'ailleurs, elle a été traduite par une phrase terrible du Premier ministre Jean-Marc Ayrault à propos de Notre-Dame-des-Landes. Il a dit ceci, que je cite à peu près de mémoire: « Nous ne nous laisserons pas enfermer dans une vision du monde qui n'est pas la nôtre. » Mais il se trouve que nous n'avons pas la même vision du monde. Et que si ce gouvernement s'obstine à vouloir mettre en œuvre un projet qui est le contraire de la transition énergétique, qui est le contraire de ce que l'on peut exiger au XXIe siècle, qui est le contraire d'un intelligent aménagement du territoire, nous devrons, nous, écologistes, en tirer les conclusions et dire à ce gouvernement que nous n'avons plus rien à faire avec lui. Ça veut dire que les ministres écologiques du gouvernement, si la décision est prise de construire l'aéroport de Notre-Dame... alors on vous dira, certains de mes amis qui veulent... Enfin, vos amis Moi, je suis de ceux qui disent que même si cette question de Notre-Dame-des-Landes n'était pas dans l'accord vert, dans l'accord Europe Écologie Les Verts socialistes, c'est un sujet suffisamment important pour qu'on en tire les conclusions. On n'en est pas là. La commission du dialogue doit rendre son avis ce soir ou demain matin. Vous avez déjà entendu le président de la commission du dialogue qui lui-même est très critique sur Notre-Dame-des-Landes. Donc, pour employer une expression un peu triviale, je dirais que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a du plomb dans l'aile. Bon, et vous pensez quoi, que Jean-Marc Ayrault poursuivrait là-dedans pour des questions d'ego, d'ancien élu régional? J'ai respect pour Jean-Marc Ayrault. Je pense qu'il est comme beaucoup de... Il est sans doute très sincère et très sûr, et il est sans doute convaincu que c'est un bon projet. Mais ce n'est pas le seul ni le premier qui défend des projets que nous combattons, même s'il pense sincèrement que ces projets sont bons. Nous, on lui dit, arrête, ne t'obstine pas, t'as mieux à faire que cela. Merci beaucoup. Merci Noël Mamère d'être venu nous voir donc, dans cet aéroport. Si j'ai bien compris, donc prendre l'avion n'est pas un péché pour vous. Ça peut arriver, mais il faut le prendre vous savez, j'ai une conception laïque de la société, donc ne me parlez pas de péché. Merci beaucoup.
Merci d'être venu là. Je voudrais remercier donc Air France et puis Aéroport de Paris qui nous ont accueillis dans cet aéroport et à bord de leurs avions, puisqu'on on arrive au terme de l'émission. Je voudrais remercier ceux qui m'ont aidé à la préparer, que ce soit Michel Fine, Thomas Auro et Joël Bruyandet à la rédaction en chef, que ce soit Lorraine Servant à la préparation des plateaux ou Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que la semaine prochaine, eh bien, ce sera le deuxième numéro des documents de complément, numéro spécial avec un document spécial réalisé par Romain Verlet qui est consacré à Armstrong, le cycliste, pas les autres, le cycliste et la façon avec laquelle il a pu tricher comme ça pendant des années, notamment dans le Tour de France, comment fonctionnait son système. En fait, vous verrez dans ce document tout ce que Armstrong n'a pas dit dans ses confidences lors de ses aveux. Voilà, la soirée n'est pas finie. Je vous laisse avec grand public et Aïda Touiri. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.